Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Joe Biden, à 78 ans, est-il un grand président réformateur? Décryptage des 100 premiers jours passés à la Maison-Blanche. Au sommaire, ce que le nouveau président a dit, ce qu'il a fait depuis son arrivée au pouvoir. La rupture avec la politique de Donald Trump est évidente, mais pas totale. Biden tape fort sur les adversaires stratégiques des États-Unis, Vladimir Poutine qualifié de tueur et le régime chinois accusé de génocide du peuple ouïghour. Au sommaire aussi, les plans de relance colossaux, Joe Biden dans les pas de Franklin Delano Roosevelt. Sleepy Joe, c'est ainsi qu'aimait à le surnommer son prédécesseur. Joe l'endormi, donc, aura commencé son mandat au pas de charge. La campagne de vaccination fonctionne à plein régime. Chaque jour, 3 millions d'Américains reçoivent le vaccin. Et sous l'impulsion de la nouvelle administration démocrate, des milliers de milliards de dollars vont être dépensés pour relever l'économie des États-Unis. America is back, proclame Joe Biden. Alors oui, l'Amérique est de retour dans l'accord de Paris sur le climat, à l'Organisation mondiale de la santé, au Conseil des droits de l'homme. Elle semble également de retour aux côtés de ses alliés en Europe et en Asie. Nous allons refaire des États-Unis la grande force du bien dans le monde, promet aussi le président. L'histoire nous dira ce que nous réserve cette belle formule. Durant ces 100 premiers jours, Joe Biden aura somme toute peu parlé par rapport à la logorrhée de son prédécesseur, mais il aura parlé suffisamment clair pour que Vladimir Poutine à Moscou et Xi Jinping à Pékin comprennent qu'ils n'ont pas forcément gagné au change avec ce président-là. Anne Delette. No, Vladimir Putin, you think he's a killer? Vous pensez que Vladimir Poutine est un tueur? Oui. Les mots sont durs et Joe Biden annonce des sanctions à venir contre la Russie dans une interview à la chaîne ABC. Fini les relations ambiguës avec la Russie. Joe Biden change de ton et affiche sa fermeté. J'ai clairement dit au président Poutine, d'une façon très différente de mon prédécesseur, que le temps où les États-Unis se soumettaient face aux actes agressifs de la Russie, face à l'ingérence dans nos élections, les piratages informatiques, l'empoisonnement de nos citoyens, est révolu. Cette promesse de Joe Biden qui semble se réaliser. Les États-Unis sont de retour sur la scène internationale. America is back. L'Amérique est de retour. La neige et le froid de l'Alaska, terrain choisi par les États-Unis et la Chine pour leur première rencontre diplomatique de l'ère Biden. Nous discuterons de nos préoccupations profondes concernant les actions menées par la Chine, y compris au Xinjiang, à Hong Kong, à Taïwan, des cyberattaques sur les États-Unis, de la coercition économique envers nos alliés. Ce n'est pas une façon de traiter vos invités. Cela viole les protocoles diplomatiques. Une diplomatie qui secoue. Le président chinois Xi Jinping, accusé de réprimer les Ouïghours et les manifestants à Hong Kong, en prend pour son grade. Il est très intelligent, il est très dur. Il n'a pas, et je ne dis pas cela comme une critique, c'est juste la réalité, il n'a pas une once de démocratie en lui. America is back. Même fermeté sur le dossier du nucléaire iranien. Les États-Unis lèveront-ils d'abord les sanctions afin de ramener l'Iran à la table des négociations? Non. Ils doivent d'abord cesser d'enrichir l'uranium? Bonjour Marie-Cécile Nave. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Géopolitis, spécialiste des États-Unis, directrice de recherche à l'IRIS. Traiter le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de tueur, c'est tout de même pas banal. Non, c'est pas banal et ça donne le ton. En plus, c'est sans doute très calculé de la part de Joe Biden. C'est très calculé. Il ne le traite pas directement de tueur, mais il approuve les propos d'un journaliste, hein, si ma mémoire est bonne. C'est le signe qu'il y a une volonté d'adopter un ton ferme vis-à-vis de certains adversaires de l'Amérique, hein, que ce soit des démocraties ou des autocraties. Et la fermeté, c'est quand même une rupture par rapport à la présidence précédente qui était dans l'insulte, qui était dans la menace. Et c'est un signe aussi de la part de l'administration Biden. Donc Biden lui-même est aussi son secrétaire d'État, hein, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères Anthony Blinken, de montrer qu'il y a une volonté
un volontarisme très fort. On est dans un volontarisme très fort. On veut rompre avec les volte-face, avec les contradictions du président Trump, qui était un peu le président du chaos. Et là, on est dans une présidence de la stabilisation des relations internationales. Mais c'est aussi un langage qui plaît à une frange importante de l'opinion américaine, hein, je pense. Oui, alors sur la Russie, c'est très particulier parce qu'il y a toujours un peu les représentations issues de la guerre froide qui perdurent dans la population, mais j'ai envie de dire surtout au sein du Congrès, chez les élus, il y a cette idée que la Russie a certaines velléités vis-à-vis des États-Unis et en particulier les interférences dans les 2 précédentes élections présidentielles, celle de 2016, on le sait, et les gros soupçons aussi d'interférence russe dans la campagne de 2020 et l'attitude un peu ferme vis-à-vis de la Russie, c'est d'ailleurs la même chose vis-à-vis de l'Iran, ça fait consensus chez les démocrates et chez les républicains, notamment les politiques de sanctions qui sont des concrétisations de cette attitude de fermeté. Donc oui, ça répond à une certaine attente de la part de l'opinion publique et des élus de droite comme de gauche aux États-Unis. Et puis cette nouvelle administration démocrate tape fort aussi sur la Chine, hein. On a vu la consternation de cette délégation chinoise au sommet d'Anchorage en Alaska. Oui, alors il y a cette idée de dénoncer le génocide, comme le dit Blinken, contre les Ouïghours et d'être dans une attitude de concurrence stratégique vis-à-vis de la Chine sur un certain nombre de sujets, le commerce, les nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, l'espionnage technologique, et puis la question des droits humains. Et la question des droits humains, c'est un sujet sur lequel Biden veut emmener avec lui les démocraties, parce que un des grands piliers de la politique étrangère de Joe Biden, c'est un multilatéralisme modéré avec un leadership américain à l'intérieur évidemment, mais il sait très bien que face à la Chine, il ne pourra pas riposter tout seul, que ce soit sur les questions militaires, dans la mer de Chine par exemple, que ce soit sur les questions commerciales, sur les questions technologiques. Donc il a besoin d'emmener avec lui d'autres pays et notamment les démocraties européenne. Et cette question des droits humains, de la défense des valeurs libérales et démocratiques qui sont dans l'ADN, dans une sorte de prosélytisme américain depuis très longtemps, eh bien, il sait les mobiliser. Et par ailleurs, il est beaucoup plus que Trump d'ailleurs, je crois, dans une concurrence, dans la raviver une concurrence avec la Chine sur un tas de questions relatives au soft power. En particulier, la Chine a pris une place importante sur la scène internationale sur la question de la pandémie, de la Covid, alors que Trump s'était beaucoup retiré, retrait de l'OMC, accusation de la Chine d'avoir propagé un Chinese virus, etc. Il y a cette idée chez Biden de reprendre un peu le lead sur la Chine qui, avec notamment la diplomatie du masque, l'an passé, avait affirmé une certaine puissance douce, on pourrait dire, soft power, que Biden veut concurrencer aujourd'hui. C'est aussi un peu dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette affirmation de Biden qui dit « Nous voulons que les États-Unis redeviennent la grande force du bien dans le monde ». Oui, voilà, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est cette idée d'un prosélytisme des valeurs démocratiques et libérales qu'on retrouve chez la plupart des présidents américains depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Biden, c'est aussi... Il les mobilise aussi pour tourner la page Trump. Ça lui permet de tourner la page Trump qui avait, à certains égards, montré plus d'intérêt, plus d'empathie, plus de considération pour certains régimes autocratiques, voire certains dictateurs, que pour les partenaires traditionnels des États-Unis que sont les démocraties, notamment les démocraties européennes. Donc il y a une histoire longue qui explique cette attitude de Joe Biden et puis il y a la volonté de rompre avec son prédécesseur, mais avec, encore une fois, un projet bien défini, un projet bien établi. Il ne s'agit pas de rompre pour rompre. Alors ce qui a été fait juste avant. Oui. Alors arrêtons-nous quelques instants, si vous le voulez bien, sur les tensions. On vient d'en parler en mer de Chine qui monte autour de Taïwan, la reprise des discussions sur le nucléaire iranien, et puis aussi sur ces vieux démons qui empoisonnent la société américaine. C'est un sujet de Jean-Philippe Chalère.
On se retrouve juste après. La mer de Chine du Sud, mer de tous les dangers, sous surveillance des bases militaires américaines comme Guam et Okinawa, revendiquée par la Chine comme une mer intérieure, avec des îlots inhabités des Spratlys et des Paracels transformés en pistes d'atterrissage. La Chine a triplé sa flotte en 20 ans et dépasse même les États-Unis avec 360 navires de guerre contre 300. Mais l'Amérique garde la maîtrise des flots avec 50 sous-marins nucléaires contre 7 pour la Chine et 11 porte-avions dont 1 ou 2 servent de gendarmes en mer de Chine méridionale où transite un tiers du trafic maritime mondial. On ne compte plus les accrochages avec des bateaux des pays riverains. Et le risque monte d'une intervention chinoise à Taïwan qui prépare sa défense sous la protection des États-Unis. Le commandant de l'US Navy sur ce théâtre a rappelé qu'il était extrêmement préoccupé par la possibilité d'un affrontement armé dans les 5 années à venir. Lancée par Donald Trump, la confrontation avec la Chine est allée crescendo. Ce sera le principal défi géopolitique de Joe Biden, selon son fidèle secrétaire d'État. Notre relation avec la Chine sera compétitive quand elle doit l'être, collaborative quand elle peut l'être et conflictuelle quand elle doit l'être. Le dénominateur commun est la nécessité de dialoguer avec la Chine depuis une position de force. L'autre pays défiant ouvertement Joe Biden, c'est l'Iran, avec qui la Chine vient de conclure un accord de coopération. Et cette décision de commencer à enrichir l'uranium à 60%, après le sabotage présumé de son usine de Natanz. Et bien que Biden ait annoncé son intention de revenir dans l'accord sur le nucléaire déchiré par Trump, équation complexe obligeait l'Iran à abandonner la course à la bombe en échange d'une levée conditionnelle des sanctions. Mais les alliés régionaux comme Israël veulent aussi un gel de son programme balistique qui le menace directement. Inacceptable pour le guide chiite Ali Khamenei, engagé dans la course à la prééminence au Moyen-Orient face aux ténors sunnites saoudiens et turcs. L'Iran qui entend également jouer un rôle en Afghanistan après l'annonce du retrait des troupes américaines pour la date symbolique des 20 ans du 11 septembre. J'ai conclu que l'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Il est temps que les troupes américaines rentrent à la maison. La tuerie de Boulder, 10 morts dans un supermarché, est venue rappeler le morbide feuilleton des massacres commis avec des armes de guerre en vente libre. L'occasion pour Joe Biden de rappeler sa volonté de réglementer. Je n'ai pas besoin d'attendre une minute de plus, encore moins une heure, pour prendre des mesures de bon sens qui sauveront des vies à l'avenir et pour exhorter mes collègues à la Chambre et au Sénat à agir. Nous pouvons à nouveau interdire les armes d'assaut et les chargeurs de grande capacité dans ce pays. Autre défi, sa politique migratoire qui se veut plus humaine et accueillante, comprise ainsi par ceux que le mur de Donald Trump était censé arrêter. Un mur suspendu par Biden. Je sais que c'est possible. Je sais que Joe Biden, notre président, est capable de le faire. Il peut ouvrir les portes et dire « Venez, ceux d'entre vous qui souffrent ». Chaque nuit, ce sont des centaines de migrants qui franchissent le Rio Grande, poussés par la misère accentuée par le Covid. Et pour Biden, le risque de se voir accusé de laxisme, malgré les 100 000 clandestins renvoyés en février. La tension monte en mer de Chine. Est-ce que vous pensez que cette administration démocrate irait jusqu'à intervenir si la Chine resserrait les taux sur Taïwan ? Alors certes, il y a des alliances anciennes entre ces pays de cette région et les États-Unis, Taïwan, les Philippines, ou qui s'inquiètent de la présence plus importante de la Chine en mer de Chine pour accéder aux ressources. Donc c'est un enjeu économique et puis il y a un enjeu de mainmise sur la politique de Taïwan. À ce stade, l'implication militaire concrète des États-Unis semble vraiment très improbable. Chacune des deux parties teste un peu le rapport de force, mais on n'est pas du tout dans une volonté de conflit de la part de Washington.
En revanche, avec l'Iran, là, c'est la détente. Hein. On est dans un processus de détente, apparemment en tout cas. Alors, là, l'Iran, c'est la grande priorité de Biden au Moyen-Orient. Ça, c'est très net. Il a la volonté non pas de refaire l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire, parce que depuis, l'Iran a enrichi son uranium. Il vient d'ailleurs d'annoncer qu'il avait mis en activité de nouvelles centrifugeuses. Donc, il s'agit de faire un nouvel accord. Et d'ailleurs, les pourparlers se tiennent en ce moment. Oui, ça fait partie de la stratégie de Biden de renouer avec un multilatéralisme avec les alliés traditionnels des États-Unis pour stopper la prolifération nucléaire. Mais ce ne sera pas facile parce que l'Iran exige au préalable, avant de discuter, la levée de toutes les sanctions qui ont été mises en place par les États-Unis depuis 2018. Et donc, on est dans une négociation, dans une discussion assez âpre. Mais oui, c'est la priorité de Biden au Moyen-Orient. Rediriez-vous aussi que les États-Unis, avec ce multilatéralisme, souhaitent redevenir le gendarme du monde? Alors, le gendarme du monde, ça me paraît une expression un petit peu dépassée. Ça fait penser beaucoup à George W. Bush. Oui, à la guerre froide et plus proche de nous, George W. Bush. Le gendarme du monde, ça ne correspond plus tellement à la réalité, c'est-à-dire l'Amérique qui est un peu en tête de pont des grandes guerres internationales, en particulier parce que c'est très, très impopulaire aux États-Unis et aussi parce que ça coûte très cher, en plus d'être complètement démodé sur le plan des rapports de force aujourd'hui dans le monde. En revanche, être le leader d'un multilatéralisme, non pas total, hein, il ne faut pas voir ça du tout chez Biden, pas de multilatéralisme total, mais être à la tête de pont, être le leader d'un multilatéralisme modéré sur les enjeux qui sont les priorités de la nouvelle administration démocrate. Ça, oui, il faut s'y attendre et le ton est donné tout de suite hein, dans les premières semaines de la présidence Biden. Le ton a été donné et les actes suivent jusqu'ici. Dans cette vision du monde avancée par Biden, est-ce que l'Europe ne va pas devenir ou redevenir le vassal des États-Unis? La question est un peu brutale, mais je vous la pose. Alors, je ne sais pas si l'Europe a... Est-ce qu'il y a une troisième voie pour l'Europe? Le vassal. Alors l'Europe, elle a été bien malmenée sous la présidence Trump. Ça l'a obligée d'ailleurs à se remettre un peu en question sur ses désunions, notamment face à l'enjeu de l'extraterritorialité du droit américain. Et ça, c'est un sujet sur lequel il ne faut pas attendre de concessions de la part de la présidence Biden, pas du tout. En revanche, il y a des négociations en cours sur la taxation des grandes entreprises au niveau international, au sein de l'OCDE, avec Janet Yellen, secrétaire au Trésor plutôt aux États-Unis. Et les Européens et les États-Unis sont en train de se mettre d'accord pour taxer au niveau international notamment les GAFAM, parce que la Covid a jeté une lumière, on va dire, crue sur un impératif de coopération internationale sur les grandes crises épidémiques, environnementales, sociales et même démocratiques, j'ai envie de dire. Donc, l'enjeu de coopérer sur ces questions économiques, sur ces questions financières, c'est un signe fort du rapprochement entre les États-Unis et l'Europe qui avait manqué, pour dire les choses de manière euphémisée, avec le président précédent. Mais il y aura des rivalités très fortes sans doute sur les questions commerciales, ça il faut s'y attendre. Les questions de douane aussi, il faut s'y attendre. Merci Marie-Cécile Nave, c'était un plaisir. Merci pour ces éclairages, c'était un plaisir de vous recevoir dans Géopolitis. Merci à vous. Joe Biden se présentait lui-même en président de transition. Il est en train de s'imposer comme un grand réformateur. Avec les plans de relance et de modernisation annoncés, 4 000 milliards de dollars, le président démocrate remet l'État fédéral au premier plan. On retrouve à Washington notre correspondant Caspar Kuhn.
Ce qui frappe d'abord, c'est la rapidité avec laquelle ces plans d'investissement sont annoncés. On sent que Joe Biden a tiré enseignement des années Obama. Obama qui avait peut-être un peu trop tardé pour faire passer certaines réformes. Là, Joe Biden va très vite pour tirer parti de sa courte majorité au Congrès, qui pourrait évidemment tomber l'année prochaine avec les élections à mi-mandat. Et puis ce qui frappe aussi, c'est l'ampleur de ces plans de relance, des montants colossaux. Joe Biden renoue avec le keynésianisme. Il semble tourner la page de 40 années marquées par Ronald Reagan et sa philosophie du moins d'État. Redevenir la locomotive du monde, Joe Biden a mis les moyens. D'abord, 1 900 milliards de dollars pour le plan Covid déjà adopté par le Congrès. Des chèques aux familles pour 400 milliards, prolongation des allocations chômage, des aides aux entreprises en difficulté, des aides aux crèches, aux écoles, aux collectivités publiques. Le deuxième plan, baptisé « Reconstruire les États-Unis », doit encore passer l'obstacle du Congrès. Il prévoit 2 000 milliards de dollars supplémentaires pour rénover les routes, les ponts, les équipements publics les plus délabrés et pour développer les énergies renouvelables. Au total, 3 900 milliards à hauteur du PIB de l'Allemagne. Joe Biden est assez habile pour utiliser des termes génériques comme la lutte contre le Covid ou l'investissement dans les infrastructures pour faire passer toute une série de promesses de campagne. Par exemple, sur le plan Covid, il a voulu faire passer le salaire minimum à 15 $. Mais le problème, c'est qu'au Congrès, ça ne fonctionne pas forcément et c'est finalement l'aile droite du Parti démocrate qui a bloqué sur cette mesure du salaire minimum. L'unité n'est pas une utopie, c'est une étape concrète pour réaliser les choses que nous devons faire en tant que pays, ensemble. Réconcilier les Américains, c'était la grande promesse de Joe Biden et il y parvient plutôt bien dans sa gestion de la pandémie qui convainc à droite comme à gauche. Et puis il y a aussi toute une série d'investissements où il tend la main à l'électorat de Donald Trump, par exemple en investissant dans les communautés rurales. Là où il convainc moins à droite, c'est dans la manière de financer ces investissements, probablement par la dette ou par des hausses d'impôts. Et puis il a pris toute une série de mesures symboliques, par exemple sur l'immigration ou sur les droits des LGBT. Et là, il agace profondément les conservateurs. Donc sur cet objectif de rassembler les Américains, on ne peut pas dire qu'il ait complètement tenu sa promesse jusqu'à présent. La crise du Covid n'est pas la première à frapper de plein fouet l'économie américaine. Dans les années 30, un certain Franklin Delano Roosevelt et son New Deal étaient venus sortir le capitalisme américain du marasme. C'est notre rubrique ce jour-là que vous propose Mélanie Ohaillon avec au montage Laurent Auert. Pour l'histoire, c'est le jeudi noir. Le 29 octobre 1929, 16 milliards de dollars partent en fumée à la bourse de Wall Street. C'est le premier krach boursier du siècle. À l'origine, la croissance débridée des années 20 qui entraîne une spéculation forcenée. Du jour au lendemain, l'Amérique plonge dans la Grande Dépression. Des milliers de banques font faillite et le chômage s'envole. Avec la Grande Dépression des années 30, le mythe de la prospérité américaine s'effondre. En quelques années à peine, la moitié de la population active se retrouve sans emploi. En 1932, à la veille de l'élection présidentielle, les démocrates s'en remettent à Franklin Delano Roosevelt pour relever l'Amérique. Devant le parti à Chicago, celui qui deviendra le 32e président des États-Unis évoque pour la première fois son plan, le New Deal. Je vous promets, je m'engage à une nouvelle donne pour le peuple américain. C'est plus qu'une campagne politique, c'est un appel aux armes. Aidez-moi. Pas seulement pour gagner des voix, mais pour gagner cette croisade qui rendra l'Amérique à son propre peuple. Roosevelt, élu quelques mois plus tard, il démarre au pas de charge cet ambitieux programme. Politique de grands travaux, soutien à l'agriculture, restructuration des banques, sécurité sociale. Jamais l'intervention de l'État fédéral n'avait été aussi massive. Le New Deal coûtera au total 50 milliards de dollars de l'époque, ce qui représentait alors plus de 60% du produit intérieur brut américain. Marie-Cécile Nave était aujourd'hui notre invitée. Je vous recommande son blog et ses analyses de la politique américaine, également sur le site de Mediapart. Elle vient aussi de publier chez Kalman Levy un nouveau livre, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir.
Au lendemain du sommet États-Unis-Chine qui s'est tenu en Alaska, l'émission C'est dans l'air avec le chercheur Antoine Bondaz décryptait cette rencontre glaciale. Ce qu'ont dit les Américains aux Chinois face aux caméras, c'est ce qu'ils disent aux Américains. Et donc, il n'y a pas eu un nouveau discours, il n'y a pas eu une agressivité particulière. Il y a eu, entre guillemets, un discours extrêmement cash, extrêmement direct, sans forme, de la part du ministre des Affaires étrangères, de fait, et de la part du conseiller national à la sécurité. Et puis, sur le site du département d'État, ce document intitulé « Une politique étrangère pour le peuple américain », telle qu'elle a été présentée devant le Congrès par le secrétaire d'État Anthony Blinken. La semaine prochaine, la traque aux criminels de guerre, une justice universelle pour les victimes. Rendez-vous sur les écrans de RTS1 à 13h10 après le journal et toujours sur TV5 Monde, notre partenaire à Géopolitis. Merci à toutes les équipes en rédaction et en régie qui ont permis cette émission. Merci à vous qui nous suivez toujours plus nombreux. À bientôt.